Bon, bonjour Yes. à tous. Là, c'est bon, Julie? Très bien. Ouais, On a le Burkina également qui est connecté. Pendant que les gens se connectent, on va prendre 5 petites minutes peut-être, Julie, pour commenter un petit peu les statistiques de participation à ta masterclass. Ça me permet de faire connaissance avec l'audience. Donc, super. comme on te l'a dit, il y a quand même 250 personnes qui se sont inscrites pour en Super. apprendre plus sur cette thématique. C'est un très bon vivier avec 60% d'hommes, 40% de femmes. Est-ce que c'est assez cohérent sur ton secteur en termes d'intérêt, cette répartition de genre? Alors, la répartition de genre, ça m'étonne pas au niveau, une proportion au niveau des hommes un peu plus haute, en sachant que les femmes, on s'est aperçu, nous, qu'on a de plus en plus de femmes qui sont leaders dans le secteur et qui accompagnent. Euh, En Europe, c'est plus de femmes souvent, sauf depuis qu'on a mis la réglementation et que ça commence à axer, à toucher les directions. Et là, de nouveau, les hommes passent. Donc, j'espère qu'à un moment, il y aura cette égalité, même si les directions prennent de l'ampleur. J'ai l'impression que en Afrique, les directions RSE, les femmes sont quand même bien présentes. Ouais. De notre côté, on a plus de stats côté femmes. Ouais, mais Comme- pour la communauté entourage, c'est un bon taux parce qu'en général, à part sur la masterclass de Issima, DG de L'Oréal, on a eu beaucoup de femmes. La ouais. plupart des masterclass, on va être à 30%, 25-30%. Donc 40%, c'est quand même très, très, très représentatif. Donc, mesdames qui êtes là, on vous remercie pour votre participation. En termes de secteur, on a eu les consulting, le conseil et services professionnels en top 1, suivi par les associations et les ONG, et ensuite l'agro et l'agribusiness. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne suis pas du tout étonnée sur le conseil et Ah, services. L'agro, non plus, parce que c'est un gros secteur qui a beaucoup d'enjeux par rapport à la durabilité et qui est fort touché, on le verra tout à l'heure. Sur le monde hmm, de l'associatif, pas non plus étonnée, parce que sur le continent, il y a beaucoup de partenariats entreprises, associations, plutôt sur une vision de la RSE autour de la philanthropie. Mais ça, on en reparlera. Peut-être étonné de pas la présence de plus d'entreprises, voilà, d'autres secteurs qui ont des enjeux. Je pense au secteur extractif minier. Je ah ben pense non. aussi au numérique qui a quand même des enjeux. Ah. Voilà. Donc, mais c'est pas. Après, peut-être qu'ils sont là, mais pas dans le top 5. Parce que bon, Ouais, là, j'ai le c'est top ça. 5 sous les yeux. Tu as l'agro-agri, c'est l'éducation et le marketing et communication. Donc, Ouais, la communication, je suis pas très étonnée. Mm. ouais, très bien. Et ensuite, pour les années d'expérience, là, il y a une petite surprise. Parce que depuis le début des masterclass, je le répète, on a toujours cette cible 1 à 5 ans, c'est toujours le top 1, c'est toujours les premiers, c'est normal. Ils sont en pleine construction de leur parcours, ils ont soif de connaissances, suivi très, très souvent par 6 à 10 ans. Mais en général, c'est ensuite 11 à 15 ans. Mais là, pour ta masterclass, on a directement, il y a plus de 20 ans qui se sont intéressés à cette Expérience. thématique. Est-ce Comment que ça se c'est une passe? expérience de plus de 20 ans dans la RSE ou une expérience de plus de 20 ans en général? 20 ans professionnel, oui, en Et général. mais dans ces cas-là, c'est peut-être justement les chefs d'entreprise dont je parlais Mhm. qui peuvent peut-être représenter ce taux. À voir, D'accord. il faudrait aller un peu plus loin. Et du coup, je ne Oui. serais pas étonnée s'il y a des directeurs et voilà, avec une bonne expertise. Et puis après, on a... Ouais, parce que la RSE est assez récente, donc plus de 20 ans, c'est compliqué. Mhm. Mais Ouais. peut-être que sur les chefs d'entreprise, je ne serais pas étonnée. Ouais. C'est peut-être ça alors, parce que je me suis dit, d'habitude, ils sont pas dans le top 3, hein, jamais dans le top 3. Là, ils étaient dans le top 3, on était agréablement surprise. Et là où ça confirme tes propos, quand on voit les profils en termes de type de conseils qu'ils recherchent dans cette masterclass, tu as 42% d'entrepreneurs qui sont là pour des conseils business. Tu as quand même 35% de salariés qui sont là soit pour voilà, développer leurs compétences dans ce secteur-là. Et tu as peut-être du coup des gens du domaine RSE, hein, donc Hmm. les 2% qui viennent pour des perspectives sur le secteur et aimeraient bien avoir ta vision Hmm. des tendances de ce secteur-là. Mais j'ai hâte d'échanger du coup avec tous ces personnes parce qu'on est toujours plus riche avec l'expérience de tout le monde et le partage. Donc c'est super. Euh, C'est Avec, vraiment, je suis tu vois, ravie en tout cas d'être là. ouais, nous aussi, tu as quand même 94% qui sont basés déjà en Afrique, qui sont sur le continent. Et je pense que c'est vraiment ça qui les intéresse. C'est peut-être une thématique pas encore assez
mainstream, pas encore assez très, très, très connu et ils veulent en savoir plus, alors que peut-être que ceux en Europe, ils voient un petit peu de quoi il s'agit dans un premier temps, d'où les 6% de participation de la base Europe. Ouais. Super. Et les pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina, dans le top 3. Je suis pas trop étonnée. Ah, ok. Pourquoi? Bah, parce que c'est ceux. Alors, la Côte d'Ivoire, la RSE est bien développée. Il y a beaucoup D'accord. de consultants là-bas, il y a beaucoup de grosses entreprises qui mettent en place. Le Sénégal, ils ont aussi un label là-bas, donc c'est aussi développé. Et Togo, c'est ça autrement? C'est Burkina. Burkina, voilà. Après, Bénin, peut-être, Togo aussi, on aurait pu Mhm. avoir. Dans le top 5, oui. Maroc et Tunisie qui se développent énormément. Donc, Hmm. ça veut dire qu'on n'a pas trop l'Afrique du Nord, alors qu'il Oui, y a des belles choses à faire en partage d'expérience avec l'Afrique du Nord. très bien. Vraiment. Ok, ben c'est une cible qu'on Et le partage. Mali, bien sûr, arrive, la Mauritanie, Madagascar, enfin, franchement, toute Ah l'Afrique oui. doit être là. Ah, le Mali arrive, bien sûr, Aliou, bien sûr. Écoute, merci Julie ces petits commentaires sur les statistiques. Ça me permet de faire connaissance, nous-mêmes en entourage, de comprendre un petit peu l'audience par ton spectre à toi et l'audience même qui est là, de savoir qui est autour de la table et qui est en train d'écouter, qui va écouter cette thématique. Donc, merci d'avoir commenté ces petites statistiques avec nous. Je On vais n'oublie pas le Congo, bien sûr. Non, on n'oublie pas le Congo. N'hésitez pas hein, à faire comme Aliou et Gloire en mettant votre pays dans le chat pour qu'on ait un petit peu une vision d'où vous venez. On va encore prendre 1 ou 2 minutes avant de démarrer, mais ce que je fais à ce moment-là, Julie, c'est que j'arrête mon partage d'écran parce on va passer la petite séquence introduction de Julie Biron auprès de la communauté entourage. Et Ok, on a trois super. petites questions, brise-glace, pour toi. Ok. Euh, et donc là, je vais demander à l'équipe de faire le zoom sur Julie uniquement. Le gros plan. Le gros plan, Julie, welcome to Ok. our entourage. On a trois petites questions pour toi. Des questions pas préparées du tout, c'est vraiment, on veut te découvrir sous ces questions-là. La première, Julie, c'est, on aimerait savoir quelles sont les principales leçons que tu as apprises durant ton parcours entrepreneurial ou professionnel. Alors, la première leçon que j'ai peut-être apprise peut-être un peu trop tard, c'est de savoir s'entourer et de ne Mhm. pas avoir peur en fait de demander de l'aide et de s'appuyer de son réseau. Et je t'avoue, j'ai encore un peu, en tout cas dans l'entrepreneuriat, de savoir solliciter les gens qui sont proches, même les amis, pour nous aider. Et même si je le sais, c'est encore un peu compliqué. Donc ça, c'est une leçon en tout cas que je reconseillerais à tout le monde, de savoir s'entourer et aller chercher de l'aide, enfin des conseils, de l'aide parce qu'en fait, les gens, il n'y a pas de souci de ce côté, quoi. On t'a aidé, au fait. Ouais, Ouais. ils sont très, Et très preneurs. Ouais. la deuxième question que j'ai pour toi, c'est est-ce, quel conseil toi-même tu as personnellement reçu qui a marqué ton parcours? S'il y en a un qui te vient à l'esprit là. Ce qui a marqué mon parcours sur les conseils, Hmm. j'ai eu beaucoup de conseils sur le côté fais-toi confiance, n'aie pas peur, vas-y. Hmm. C'est pas pour autant que je les ai écoutés tout de suite. C'est sûr. Mais c'est quand même celui qui revenait régulièrement en me disant essaye, c'est pas grave, vas-y, fais-toi confiance, tu es en capacité de. Voilà, c'est plutôt un travail sur la légitimité en tant que femme, de prendre aussi une place, de savoir oser, de dire oui, tu es légitime de, oui, tu peux prendre ce poste de. Et, euh, et du coup, ouais, souvent, c'était plus sur des conseils, on va dire, autour du leadership et de ta place en tant que femme que j'ai reçu. Et petit à petit, bah, ça arrive quand même. Ouais. Voilà. C'est très important que tu parles de ça parce que je ne sais pas si si dans l'audience, il y a des gens qui nous suivent depuis quelques temps, mais pour le mois de mars, on a consciemment choisi de faire intervenir que des experts femmes. Tout le mois de mars, Julie, la troisième intervenante au mois de mars, là, c'est que des femmes parce que vraiment, on a choisi ce mois de mettre en avant ces femmes dirigeantes, ces femmes winners qui sont en train de faire des choses sur le continent et pour qu'elles puissent vraiment encore répéter ce message qu'on entend tout le temps, hein, mais des fois, c'est pas parce qu'on entend, comme tu dis, qu'on les applique. Donc, L'applique. à un moment donné, nous, on veut mettre, on veut montrer l'exemple, l'idée par l'exemple. Donc, on dit aux femmes, venez parler, au fait. Venez parler, venez montrer que
Il faut passer à l'action. Et ma troisième question pour toi, troisième et dernière question, si tu étais un animal, Julie, tu serais lequel et pourquoi? Oh. Si j'étais un animal, pourquoi je pense que ça serait le dauphin? Ah, pourquoi? J'adore être auprès de l'eau. Quand j'étais, voilà, je suis en Bretagne, Bénin, enfin bref, tous les pays, le Maurice, tous les pays où j'ai été, il y avait de l'eau. Et pourquoi? Parce qu'il est joueur et il est en communauté. Et en fait, moi, faire seul, c'est pas possible. Donc, j'ai toujours besoin de la communauté. Et j'avoue, j'aime bien aussi m'amuser. Et dans le professionnel, j'aime faire des choses qui me plaisent, en fait. Donc, Hmm. je passe que par des choses qui me plaisent pour progresser. Donc, je trouve que le dauphin, peut-être, il me correspond bien, joueur, l'eau et la communauté. Ouais, je pense que c'est un peu moi. C'est marrant, je ne sais pas si je vois tous les emojis qui sont en train de... Vous On aussi, vous dirait, aimez jouer on l'eau, dirait que notre animal a parlé à beaucoup de gens. c'est ça. Hyper intéressant. Et pour la petite histoire, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'un expert nous dit le dauphin. On a Ah, eu tout. Le lion, le guépard, le ah oui, non. scarabée, mais on n'a pas eu le dauphin encore. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens voient le pouce parce qu'on ne s'y attendait pas. Et ouais, un petit peu côté joueur qui rigole beaucoup. Exactement. Non, c'est excellent. Et tu vois, c'est les trois questions qui nous permettent de découvrir l'expert sous un autre volet que son parcours Ouais, professionnel. On aime bien voir l'envers du décor. Donc, merci d'avoir joué le jeu pour ces avec petites plaisir. glaces. Donc, mesdames et messieurs, je pense vous venez de découvrir un petit peu Julie sous un autre angle comme moi. Peut-être une dernière question pour toi, Julie. Un petit mot sur Entourage, l'initiative Entourage, que tu en penses avant qu'on démarre la masterclass. Ben, j'avoue, sur Entourage, quand tu m'as proposé, déjà, j'ai trouvé le concept, mais top, parce que je serais peut-être passée par là s'il avait existé. Et comme je te disais tout à l'heure, eh ben, je pense on n'ose pas en fait aller chercher du conseil autour de nous. Et des fois, on n'a pas les bonnes personnes, on les connaît pas, et on se demande comment les chercher. Et je trouve que Entourage, ça ouvre cette possibilité d'aller chercher en fait du conseil par des gens qui sont en capacité de les donner et qui les donnent naturellement. Et ça ouvre une porte en fait pour les entrepreneurs, les salariés, enfin peu importe, qui est énorme. Et en plus, je trouve ça super innovant. Et tu vends en fait très très bien aussi entourage, donc moi j'adore. Je vais essayer de faire tout ça pour Wafi, je m'inspire. Ah, merci beaucoup. Merci Julie pour ces mots super encourageants. Écoute, on a déjà pas mal de monde connecté, hein. Merci Super. pour ces mots. Merci mesdames et messieurs qui êtes connectés. J'ai vu que les dernières personnes, Antoinette qui nous vient de la France, Mohamed de Burkina, bonjour, merci de nous rejoindre, Aminata du Mali. On démarre cette masterclass avec Julie Biron. Je partage mon écran à nouveau. Vous me dites si vous voyez mon écran avec un petit pouce, sinon Julie va me confirmer cela dans quelques instants. Est-ce que vous voyez mon écran, Julie? Ouais, Julie? Parfait. Donc, merci pour ces mots, Julie, parce que du coup, ça a permis de faire l'introduction avec Entourage, parce que cette communauté qui est là ne nous connaît pas forcément, vu que chaque semaine, c'est une nouvelle communauté. Donc, je prends juste 2 minutes pour présenter brièvement Entourage et je te laisse la main. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Raoudata Aminou. Je suis la fondatrice d'Entourage. Et Entourage, avec les experts, on a comme mission de démocratiser l'accès à l'expertise de premier plan en Afrique. Regardez ces différents visages, c'est des personnes que vous connaissez sûrement. C'est des personnes qui aujourd'hui sont reconnues comme les meilleures de leur domaine. C'est des personnes qui sont là, comme disait Julie, pour vous aider à accélérer votre trajectoire professionnelle en Afrique. C'est des experts devanciers qui ont rencontré les mêmes problèmes, les mêmes obstacles que vous, qui les ont surmontés avec du succès ou des fois avec de l'échec, mais qui sont prêts à vous partager leur retour d'expérience pour que vous évitez de commettre les mêmes erreurs. C'est des experts décideurs qui sont aujourd'hui en position de vous apporter des opportunités professionnelles et c'est des experts facilitateurs qui peuvent vous connecter à la bonne personne pour accélérer votre trajectoire. Tout ça se passe sur la plateforme Entourage, www.entourage.africa. Et on a comme vocation de soutenir ceux qui construisent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Concrètement, comment est-ce qu'on fait cela? On a mis en place cette plateforme qui vous permet de réserver des appels vidéo payants de 30 minutes à 60 minutes avec ces experts de premier plan qui sont d'habitude très occupés, mais qui maîtrisent la complexité de notre continent et qui peuvent vous donner des conseils personnalisés pour développer soit votre carrière, votre entreprise ou votre expertise. Avec Entourage, c'est très simple. Vous accédez à ces experts de qualité qui sont dorénavant, qui sont d'habitude inaccessibles, mais qui jouent le jeu, qui sont prêts à vous accompagner.
Vous obtenez des conseils personnalisés et concrets adaptés à votre situation à vous et vous atteignez vos objectifs rapidement et facilement. Faites comme nos premiers clients qui disent qu'après les sessions avec les experts entourage, ils sont beaucoup plus confiants, plus sereins, ils se sentent plus capables de réaliser plus vite leurs ambitions en Afrique. Et aujourd'hui, on met ce réseau exclusif à disposition, à votre disposition pour que vous puissiez accélérer votre trajectoire. C'est bientôt 70 experts qui nous font confiance aujourd'hui, qui ont plus de 20 ans d'expérience sur le continent. C'est plus de 16 nationalités qui sont représentées et ils couvrent à eux tous 23 secteurs en Afrique et travaillent sur 36 pays. Donc, ne cherchez plus, il y a forcément la réponse à votre problématique sur Entourage. Et c'est sur www.entourage.africa et 50% de nos experts reversent aujourd'hui leurs gains à des associations. Voilà brièvement pour la présentation d'Entourage. Sans plus tarder, on est tous là aujourd'hui pour la masterclass de Julie Biron sur la thématique comment est-ce qu'on fait de l'Afrique un leader de la durabilité, les clés pour intégrer la RSE dans les organisations. Et donc, je laisse la parole à notre experte pour s'introduire, présenter son parcours et nous éduquer sur cette thématique. Julie, la parole est à toi. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Très rapidement, je me suis présentée tout à l'heure. Donc, moi, je suis cofondatrice d'un think tank, le think tank RSE, qui a maintenant 5 ans, qui réunit une communauté d'experts. Donc, on est à but non lucratif. L'idée, c'est de promouvoir la RSE en Afrique, dans le but de faire entendre la voix de l'Afrique sur ces enjeux. Et à côté, je suis cofondatrice avec Arlan Johager de la plateforme Wafi, qui est une plateforme qui accompagne les entreprises africaines à structurer leur démarche RSE et faire des ponts avec l'Europe. Donc voilà, très rapidement, j'ai vécu 6 ans au Bénin, 2 ans sur l'île Maurice et je suis de retour en France, en Bretagne et je voyage voilà, aussi sur les continents pour accompagner les entreprises plutôt en Afrique francophone ou dans l'océan Indien. Très bien. Voilà. J'arrête ton parcours, je te laisse la même pour ta présentation. Ouais, je vais partager. Alors, attendez. Donc, messieurs, dames, vous avez le Q&A à disposition, hein, Q&R, pardon, à disposition pour commencer à poser vos questions si vous en avez pour Julie. On les passera en revue tout à l'heure, on en prendra quelques-unes auxquelles Julie répondra dans le live. N'hésitez pas. On voit ta présentation, Julie, oui, tout à fait. Ouais, je vais juste essayer de la mettre voilà, en diapo. Ouais, Est-ce que du coup, c'est bon? Vous voyez? on voit. Très bien. Donc là, c'est ce que je vous présentais sur le collectif d'acteurs engagés en Afrique et en Europe, sur le think tank RSE et WAFI, la plateforme. Donc, je vous invite à aller voir. Et surtout, maintenant, on va commencer directement sur les enjeux de durabilité en Afrique. Donc, avant tout, pourquoi moi, je me suis vraiment engagée sur l'Afrique et pas que sur l'Europe? C'est que pour moi, l'Afrique, ce continent a tous les atouts pour devenir un leader de la durabilité parce qu'il y a les ressources naturelles qui sont là. Il y a une jeunesse qui est méga dynamique et il y a une capacité d'innovation très, très forte. Mais avant de parler d'RSE, à chaque fois, quand j'accompagne les entreprises, je veux qu'on comprenne pourquoi on parle des RSE et pourquoi ça devient indispensable et pourquoi les entreprises n'ont pas le choix d'y aller. Et en fait, malgré toutes ces richesses qu'a le continent, que ce soit même en Europe ou en Afrique, peu importe, il peut être leader, mais attention, derrière, on a une planète en fait qui ne nous attend pas. Et elle a ses propres limites. Et avant d'expliquer une démarche RSE, pour moi, il faut la comprendre. Il faut comprendre pourquoi on fait ça. Donc, très rapidement, sans que ça soit très compliqué, je vous explique juste, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, on a une planète qui a des limites. Il y a 9 limites sur cette planète. Et comme vous voyez, en 2009, on était à 3 limites. Donc là, on parle vraiment du monde. Je ne parle pas de l'Afrique, je ne parle pas de l'Europe. Je parle de tout le monde, en fait, tous les citoyens de la Terre. Et donc en 2009, il y a eu 3 limites qui ont été déplacées sur ces 9. En 2015, on était à 4. Et actuellement, on est à 6. Quand on dit que les limites de la planète sont dépassées, ça veut dire que petit à petit, l'homme ne pourra plus vivre sur cette planète. C'est clairement ça. Ce n'est pas la planète qui est menacée, c'est nos activités qui sont menacées. Donc très rapidement, sur celles qui sont déjà dépassées, on a la biodiversité. Alors en Afrique, complètement
on est vraiment très limite aussi. L'utilisation de l'eau douce, donc des réalités africaines qui sont existantes. On a le changement climatique où le degré de la température sur la planète augmente. On a les perturbations de tout ce qui est cycle de l'azote et de phosphore. On a des nouvelles entités qui arrivent liées à l'activité de l'homme. On a l'usage des sols. Il y a juste l'approvisionnement sur la couche d'ozone qui est en vert et les autres acidités des océans et augmentation des aérosols sont en train d'être dépassées. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est pas que pour embêter qu'on met en place une démarche RSE, c'est pour essayer de rediminuer ça et qu'en fait, toutes nos activités puissent continuer à vivre autour de ça. Je m'explique, si vous êtes dans l'agriculture, qui est quand même, là on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de monde de l'agriculture, ça, en fait, ça va forcément impacter votre activité. Et si vous ne le savez pas, vous vous dites, je n'ai pas envie de mettre en place une démarche RSE. Maintenant que vous savez ça, vous allez savoir que votre activité d'ici 10 ans va être impactée et votre performance financière va aussi réduire. Donc voilà, je voulais très rapidement expliquer ça. Là, je vous montre un petit schéma qui dit que l'agriculture, l'élevage et la pêche, par rapport à ça, par rapport à ces limites, vont être impactés. Du coup, on a une perte au niveau des profits, on a des difficultés d'achat liées au marché, liées aux inondations, coupures de courant, etc. Donc forcément, en fait, votre entreprise, si on ne change pas ça, si on ne met pas en place des démarches RSE responsables, surtout sur l'Afrique, mais un peu partout sur Terre, bah, l'activité et la performance financière de votre activité va en pâtir. Donc, en fait, là, une démarche RSE, c'est ça. C'est pas que parler de l'environnement pour parler de l'environnement. C'est parler des générations futures et de l'avenir de votre entreprise. Et si on met ça en place par rapport à votre entreprise, forcément, votre entreprise va perdurer et va être rentable plus tard parce que vous l'aurez déjà pensé. Donc, quand le changement climatique va arriver, vous serez prêt, ce qui n'est pas le cas de ceux qui n'ont pas pensé à ça. Je vous ai très, très rapidement mis en première ligne. En fait, je vous ai montré que l'Afrique est en première ligne par rapport au changement climatique. Et ça, malheureusement, ça ne se sait pas suffisamment. Donc, l'Europe travaille autour parce qu'elle sait qu'elle va être impactée, mais en fait, l'Afrique, si elle ne travaille pas autour du changement climatique et de la démarche RSE, bah, ça va avoir des conséquences énormes par rapport aux populations et aux entreprises. Et du coup, par rapport à l'économie africaine. Donc, en fait, on n'a pas le choix. Et comme je vous ai dit au départ, hein, mais l'Afrique, pourtant, elle peut être vraiment le leader parce que c'est là où il y a toutes les ressources, et on le sait, qu'il y a une jeunesse qui est là et qu'il y a toute l'innovation possible. Donc, en fait, elle peut faire de la durabilité euh, un enjeu de différence par rapport aux autres et mettre sa place par rapport à ça. Mais pour ça, ça nécessite que les entreprises, les gouvernements, les populations soient au courant de ces enjeux-là et commencent à structurer une démarche RSE, mais pas adaptée, pas par rapport à ce qu'elle a vu en Europe, vraiment adaptée à son contexte. Parce que l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. Et donc, quand on fait du copier-coller, ça ne va pas marcher. Donc, vraiment, moi, ce que je défends, c'est d'avoir une RSE adaptée au contexte qui permet, en fait, à l'Afrique de devenir le leader de la durabilité. Et pour ça, eh ben, il va falloir structurer les démarches RSE et déployer vraiment des démarches RSE sur l'ensemble du continent. Il va falloir former et inspirer des leaders de dirigeants par rapport à ces enjeux-là et intégrer, bien entendu, la durabilité dans les politiques africaines. Alors, très rapidement, j'essaye de garder le cap au niveau du temps. Comment on structure une démarche RSE? Souvent, pour ceux qui ne savent pas, on est sur des critères ESG. Quand je dis ESG, c'est E environnement, S social et G gouvernance. Et j'aime mettre le E en plus de économie. Parce que je vous l'ai dit, en fait, l'intérêt de la RSE, c'est la performance de l'entreprise. C'est que l'entreprise dure dans le temps. Donc, j'aime mettre aussi le E. Et en gros, c'est d'avoir des critères par rapport à ces enjeux-là. Les enjeux, par exemple, environnement, l'eau, la biodiversité, la gestion des déchets, l'économie, le changement climatique. Le S, c'est les communautés, c'est le social, le monter en compétences, les femmes, etc. Et la gouvernance, c'est tout ce qui est éthique, corruption, etc. Et c'est là, mettre en place la stratégie RSE au sein de la stratégie de l'entreprise.
Il y a plusieurs référentiels en France pour vous aider à structurer ça. Les plus connus sont la norme ISO 26000, les 17 ODD et la nouvelle réglementation CSRD qui est en Europe. Ça, c'est les plus connus. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que si vous regardez ces référentiels, c'est des référentiels qui sont internationaux venant de l'Europe ou Occident. Donc, il y a très peu, en fait, les gens connaissent peu les référentiels africains. Et parce qu'il y en a peu. Donc, il y a des référentiels locaux. Malheureusement, je vous donne un exemple sur une entreprise marocaine que j'ai accompagnée qui avait un label marocain, ça ne lui a pas permis d'accéder aux investissements. C'était une très grosse entreprise du CAC 40. Elle était structurée, le label était marocain, du coup, ça n'a pas suffi pour convaincre les banques et elle a dû passer à un label occidental. Mais on a quand même aussi une autre directive sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est ce qui est lié à l'Afrique. Et l'Afrique, elle a un agenda. Elle a un agenda 2063. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous pouvez vous appuyer en fait sur cet agenda parce que c'est une vision de l'Afrique jusqu'en 2063. Donc, si vous vous appuyez avec des labels européens plus des visions de l'Afrique, eh ben, ça vous permet quand même de répondre à tout. Ça vous permet de répondre aux exigences des investisseurs parce qu'on part sur les labels internationaux, mais ça vous permet aussi d'adapter votre RSE au contexte et à la réalité du continent. Donc moi, je vous invite à aller regarder ce qui a été fait par l'Union africaine autour de l'agenda 2063, qui est des belles perspectives sur l'Afrique. Par où commencer si on va très rapidement quand on veut mener une démarche RSE? C'est les diagnostics au niveau des enjeux. Diagnostiquer, en fait, faire un point, un état des lieux de vos forces et vos faiblesses. En fonction de ça, vous allez définir des priorités. Vous allez l'intégrer dans votre stratégie de développement. Donc là, on parle de performance pour, vous avez une vision pour votre entreprise, on l'intègre ça. Et après, vous allez mettre un plan d'action. Ça, c'est le cap au départ pour se lancer. Je vous ai très rapidement mis juste un exemple de comment on peut comprendre les priorités. Je vous prends un exemple sur le changement climatique qu'on a vu qui peut infecter des entreprises africaines, sur l'agro, par exemple. La question, on va se poser la question, est-ce que le changement climatique a un impact sur mon activité? On va mettre positif ou négatif. Il y a des inondations, ça sera négatif, par exemple. Ou j'ai plus de soleil, justement, ça sera positif. On va faire exactement pareil du niveau financier. Est-ce que mon activité a un impact sur l'environnement et le changement climatique? Est-ce que c'est un risque ou pas? Donc, on va se poser ces questions-là. Et après, on va quantifier un peu l'étendue de l'ampleur, de la probabilité de ça. Et on va faire ça sur toute notre chaîne de valeur. Donc, on va questionner nos parties prenantes. Est-ce que aussi, etc., etc. Ça, c'est juste un outil qu'on peut faire sur tous les enjeux qu'on a identifiés. Et comme ça va nous permettre de savoir si c'est prioritaire ou pas par rapport à l'impact que ça va avoir sur mon activité. Est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une opportunité? Derrière une opportunité, du coup, on va pouvoir créer de nouvelles choses. Donc, c'est un peu l'idée. Après, une fois qu'on a mis tout ça, c'est bien beau, on va dire que c'est au niveau micro, c'est l'entreprise qui a mis ça en place. Mais en fait, l'Afrique, il faut elle prenne le lead autour de ça. Autrement, les entreprises africaines qui vont mettre en place des démarches RSE, si elles sont seules, elles vont se fatiguer. Donc derrière, ça veut dire qu'il faut former et développer des leaders responsables autour de ça et démontrer la valeur ajoutée de mettre en place une démarche RSE, mettre en avant des modèles inspirants. À chaque fois, les modèles, ils viennent de l'Europe. Pourquoi? Alors qu'en Afrique, il y en a plein qui mettent en place des modèles responsables. Donc c'est ça, et s'appuyer sur les nouvelles générations. Et ça, c'est très important parce que si on ne fait pas ça, toutes les entreprises vont dire ça ne nous concerne pas. Mais ce n'est pas vrai, ça concerne vraiment et elle peut prendre le lead autour de ça. Donc vraiment former, montrer, mettre en avant les leaders. Et après, pour moi, il y a le rôle de la femme, on en revient autour de ça. Je pense que la femme est
sent, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas ressent cette importance et c'est surtout qu'elle travaille aussi sur tout ce qui est le secteur informel, les communautés. Donc elle a un impact très fort et on sait très bien qu'en Afrique, à la différence de l'Europe, il y a aussi tout le secteur informel et les communautés qui est très importante, qui est là et qui est ancrée et on sait que la femme, elle est présente là-bas. Donc il faut qu'on travaille avec ces communautés. Avec le milieu informel, il faut qu'on soutienne l'entrepreneuriat féminin et l'innovation durable pour faire monter ces femmes et avec elle, promouvoir cette durabilité et cet accompagnement au changement climatique. Donc, on accompagne le leadership féminin qui n'est pas simple, mais qui permettrait aux femmes, en fait, d'avoir la parole sur ces enjeux, parce que je pense que la femme en Afrique est vraiment forte et innovante. Donc, voilà au niveau des femmes. Dernière, pour les clés du succès pour moi, pour une vraie démarche RSE dans les entreprises, avoir une vision, les compétences, la motivation, les ressources, le plan d'action. Si on a ces 5, on est sûr que ça va marcher. Par contre, si par exemple, on n'a pas la vision, l'équipe, elle va pas vous comprendre. Elle va pas savoir où aller. Si on n'a pas les compétences, l'équipe, elle va être anxieuse. Elle va dire, OK, on est d'accord, mais en fait, je sais pas faire. Si on n'a pas les motivations, bah, vous allez avoir des freins. Non, ça ne me motive pas. Non, moi, je ne veux pas aller. Je vais travailler plus. Ça ne m'intéresse pas. Si on n'a pas les ressources, on va avoir de la frustration parce que les gens, ils sont motivés, motivés, mais derrière, ils n'ont pas les moyens de mettre en place. Et après, si on n'a pas le plan d'action, on aura beau avoir toutes les motivations, l'équipe, les ressources, et ben, on va faire un faux départ parce qu'en fait, on n'aura pas la vision. Donc, pour moi, les 5 succès par rapport à une démarche RSE, c'est comme une entreprise, en fait. C'est exactement ça. Vision, compétences, motivation, ressources et plan d'action. Et voilà, j'espère que j'ai été dans les temps. Je suis allée vite pour pouvoir discuter après avec vous. Donc, ravie d'échanger avec vous, de voir ce que vous en pensez, parce que vous avez aussi votre propre expérience et on va pouvoir passer aux questions. J'arrête mon partage. Tout à fait. Non, est-ce que tu peux garder le partage une seconde? Ah, mince. J'avais juste une petite question. Déjà, tu as respecté largement les temps, Julie. Il n'y a pas de C'est souci. vrai? Bon, tant mieux. Ça. Et je pense que l'audience a des questions. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le Q&A. On va regarder cela ensemble tout à l'heure, mais on va d'abord poser à Julie les questions qu'on a collectées lors de votre inscription à la masterclass. J'avais une petite question sur la première ou deuxième slide. Je me suis posé la question, je ne sais pas si l'audience se posait également la question, sur les limites, tu sais, les limites qui ont été franchies. Voilà. Une petite question, c'est peut-être tout bête, mais parce que je ne m'y connais pas. Est-ce que si le travail est bien fait, en termes de, si maintenant les entreprises africaines ou même dans le monde commencent à intégrer des pratiques beaucoup plus durables, plus responsables, est-ce que les 6 limites dépassées, on peut revenir en arrière ou c'est trop tard? Dans tous les cas, il faut juste se concentrer sur les 3 restantes. Non, c'est pas du tout trop tard et c'est pour ça qu'il faut en parler. Celle-là, par exemple, qui est maintenant en vert, je ne sais pas si vous aviez entendu, mais à un moment, la couche d'ozone au niveau de la Terre, elle s'agrandissait, s'agrandissait, et ça veut dire que les rayons du soleil venaient et c'était vraiment catastrophique avec tous les gaz. Et en fait, on a essayé l'ensemble, hein, c'est tous les pays en fait se sont accentués là-dessus. Et en fait, avant, elle était dépassée et maintenant, elle est en vert. Donc, euh, tout ça, c'est possible de revenir en arrière. Même si c'est de plus en plus dur, plus on est loin. Par exemple, l'intégrité de la biodiversité, les espèces, elles sont mortes en fait. Elles ne reviendront pas. On a perdu plein d'espèces. Je sais pas, en Afrique, par exemple, on parle souvent des grands mammifères, hein, mais les éléphants, ça, à un moment, s'ils meurent, ils meurent. Ils seront plus là et nos enfants ne verront plus ces espèces-là. Donc ça, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Donc, D'accord. il y en a certains où on peut, d'autres non. Sur l'acidification des océans, c'est une catastrophe pour l'Afrique parce que la pêche, en fait, va être impactée. Et on sait très bien que la pêche est un gros acteur aussi au niveau de l'Afrique. Et sur le changement d'usage des sols, pareil pour l'agriculture. Donc, en fait, tout ça, ça a quand même des grosses incidences sur les activités de l'entreprise. Ok. Très clair, c'est beaucoup plus clair pour moi. C'était la, Mm. la- la petite question que j'avais. On va démarrer avec les questions qu'on a collectées. Et je vois dans le Q&A, vous commencez à poser des questions, c'est top. N'hésitez pas. On va revenir sur cela. Euh, J'arrête Tu mon peux. Tu peux partage. arrêter. Oui, tu peux arrêter. À part si de temps en temps, si dans les questions, tu as besoin de support pour argumenter. Donc, ta première question qu'on nous a posée pour toi, Julie, c'est en lien avec les pratiques RSE et l'implémentation suivie. Quelles sont les procédures d'implémentation de la RSE au sein d'une entreprise en Afrique? Comment mesurer l'impact réel des initiatives RSE dans les entreprises africaines? Alors, on l'a un peu dit Ah, sur la présentation, je vais revenir dessus.
Je pense qu'en effet, il n'y a pas de différence avec des pratiques européennes. Là-dessus, D'accord. même si je l'ai dit, sur une démarche, ça peut être la même. Ce qu'on va avoir un peu de différence, c'est peut-être entre les petites entreprises, les moyennes et les grandes. On va peut-être en demander plus pour les très grandes et simplifier pour les petites pour pas que ça soit quelque chose de trop lourd. Par exemple, ce que je vous ai montré en tableur, c'est très lourd pour une PME. Par Oui. contre, ça ne va pas être trop lourd pour une grande entreprise. Donc, c'est ça qui va marcher, qui va changer. Par contre, que ce soit Europe, France, États-Unis, je pense que la démarche est la même, il faut juste simplifier. Donc, première étape, c'est faire un diagnostic. Qu'on soit petit, grand, en Afrique, en Europe, peu importe, il faut faire un diagnostic de ses forces et faiblesses au niveau de l'ESG. Je questionne mes forces en environnement, je questionne mes forces en faiblesse, je questionne mes forces en gouvernance et en performance économique. Et pareil sur les faiblesses. Une fois qu'on a fait ça, ça va nous permettre de se dire, voilà, je suis bon en ça, moins bon en ça. Donc, je vais enrichir peut-être ce qui est bon. En tout cas, moi, quand j'accompagne les entreprises, je pars aussi du côté positif. Donc, je dis, bah, ça, vous savez bien le faire, et ben, on va encore aller plus loin pour se différencier et se dire, bah, là, nous, on a une expertise. Donc, on va amplifier ce qu'on sait très bien faire. Et par contre, on va essayer d'améliorer ce qu'on a vu où on était vraiment faible. Donc, c'est comme ça, ce qui nous permet de poser des priorités par rapport à l'entreprise. Et après, je pense que quand même la matérialité, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est important par rapport à la performance de l'entreprise et voir si aussi on accélère le changement climatique par rapport à ses limites. Donc, en fait, je questionnerais sur des enjeux peut-être importants pour l'entreprise. Je prends par exemple l'agriculture. Si on prend l'agriculture, j'ai besoin des sols et j'ai besoin de l'eau. Je vais me questionner, est-ce que j'ai une gestion de ressources intégrées en eau, par exemple, ce qui va permettre de moins polluer, mais en plus de faire des économies. Et ça, c'est un intérêt pour l'entreprise et ça fait partie d'une démarche RSE. Donc voilà, on va, du coup, avec ce diagnostic et cette question de matérialité, on va pouvoir poser des priorités et faire un plan un peu plus grand sur, voilà, l'idéal, c'est de faire un plan sur 3 ans quand même, parce qu'on sait que le changement, c'est compliqué. Et après, on va essayer de l'intégrer au niveau de la gouvernance, donc au niveau de la direction, mais aussi au niveau des équipes. C'est-à-dire que même si on est comptable, on est concerné. Si on est dans la communication, on est concerné par tout ça. Donc, on va essayer de sensibiliser, former. Et puis après, on met la feuille de route, le plan d'action. Et par rapport au suivi, on met comme une entreprise qui suit son business avec le finance, on met des indicateurs, des KPI et qui nous permettent de savoir si on a bien marché par rapport à cet objectif. Donc, c'est vraiment comme une audite financière. Et bien là, c'est une audite extra-financière qu'on met en place sur les critères ESG. Et après, c'est le dernier point que j'avais mis sur la dernière slide. Pour moi, c'est pas lié que à la RSE, ça. C'est lié à toute conduite de changement dans un projet, vision, compétences, motivation, ressources, plan d'action. Mais ça, c'est pour moi, c'est pas que la RSE, mais en tout cas, ça s'applique. Si on veut accompagner le changement, il faut avoir tout ça. Ouais. Et tu vois, disons que avec, tu vois, aujourd'hui, les participants vont suivre la masterclass, ils vont se dire, OK, c'est important de mettre en place, ils ont des petites billes, potentiellement, ils vont venir te consulter hein, pour dire, OK, comment est-ce qu'on structure notre plan d'action, notamment après l'audit. Et la question qu'ils nous posent ensuite, c'est la sensibilisation. Eux, ils sont convaincus. Mais comment est-ce qu'il faut pour que ces actions concrètes, ou c'est quoi les actions concrètes pour encourager l'adoption des pratiques RSE par les chefs d'entreprise peut-être? Est-ce qu'il existe des normes ou des référentiels adaptés au contexte africain pour guider les entreprises dans leur démarche? Mm. C'est quelque chose de dur et qui est essentiel en effet. Comment on embarque en fait. C'est pas parce que moi, quand des fois j'accompagne des responsables RSE ou des directeurs, on va faire la belle feuille de route, on est convaincu parce que voilà, nous on est convaincus, c'est pour ça qu'ils m'ont pris. On a fait notre belle feuille de route, on a fait notre plan d'action. Je laisse et en fait, on revient en disant mais Julie, personne ne me suit. Ça marche pas, j'arrive pas, ça reste, c'est sur l'écran, mais en fait, ça vit pas au niveau. Donc, je pense que déjà, il faut montrer l'intérêt et les bénéfices concrets que ça a, en fait, la RSE. Mais concret pour les équipes, opérationnel. Il faut revenir à l'opérationnel, au réel. Mais pareil pour un dirigeant. Si le dirigeant lui dit, oui, c'est pas bien pour la nature ce que tu es en train de faire. Bon, il va dire, OK, d'accord, mais ma priorité, c'est de faire payer mes salariés. Donc, en fait, ce qu'on va lui dire, c'est, attention, si tu fais pas ça, c'est ton business qui va en prendre un coup. Et du coup, ça va atteindre tes économies. Du coup, ça va atteindre l'équipe. Donc, soit on arrive à convaincre
le dirigeant en montrant en fait les intérêts de mettre ça en place. Et pour les équipes, il faut aussi leur montrer les intérêts. Ça ne va pas être du travail en plus. Ça va vous faciliter les choses ou ça va donner du sens à votre travail. Quand tu es dans du marketing et que du coup, tu as cette impression de ne plus avoir de sens, et ben en fait, c'est avoir du sens relié autour de ça. Donc, c'est vraiment créer une culture d'entreprise en disant, moi, je suis fière en fait d'avoir une entreprise qui, qui bénéficie à mon territoire, qui fait que ma prochaine génération, elle sera là. Je suis fière de participer à cette chose que tout d'un coup, le continent il soit leader dans la durabilité. Je suis fière d'être une entreprise qui est responsable. Donc, c'est créer en fait cet engouement autour de la fierté, de l'engagement, de soutenir des populations, de soutenir la nouvelle génération, d'embarquer, d'améliorer le cadre de vie de l'entreprise et du collectif. Donc, je pense que c'est la première. Deuxième, c'est mettre en avant les success stories. Il faut mettre Mm. du témoignage. Comment ça se fait qu'en Afrique, on ne voit jamais toutes ces entreprises qui réussissent? Il y en a plein qui réussissent avec un modèle responsable. Pourquoi on ne les met pas en avant? Donc, vraiment, success story des Africains, des entreprises africaines. Et après, ben là, c'est pas de notre fait, mais à un moment, il faut que les politiques arrivent. Et les politiques, elles doivent soutenir, que ce soit au niveau fiscal, avec des allègements, avec des financements, elles doivent soutenir les entreprises qui valorisent leur territoire. C'est pas Mm. possible sans. Et après, bah, former aussi les dirigeants, parce que sans un dirigeant, si les dirigeants ne sont pas au courant de tout ça, ils vont jamais se mettre. Donc, c'est un peu les axes que je mettrais. Et par rapport au référentiel et au label, bah, c'est ce que j'ai expliqué malheureusement. On a les labels, certains labels locaux. On en a au Maroc, on en a au Sénégal, au Ghana, sur le code minier, sur des filières. Mais malheureusement, ils sont reconnus au niveau local. Mais si les gens veulent aller chercher du financement auprès des banques, à ce jour, les labels qui sont reconnus, ça va être des labels plutôt occidentaux qui ne prennent pas en compte l'informel, le fait que sur notre pays, il n'y a pas de gestion de déchets, que c'est compliqué. Donc, on a aussi tout ce qui est lié au plaidoyer pour montrer que l'Afrique, elle doit aussi être là dans les paroles, dans les décisions au niveau des labels. Mm. Non, c'est hyper important ce que tu dis. En plus, tu l'as précisé durant ta keynote. À un moment donné, qu'on soit une micro-entreprise, une petite entreprise, une PME, les multinationales, ils n'ont plus le choix aujourd'hui. On va devoir passer par là si on cherche du financement. Je sais C'est aujourd'hui, ça. avec des programmes bailleurs tels que l'AFD ou autres, ils commencent à imposer aux boîtes, on vous donne des subventions, on vous donne des prêts, mais uniquement si vous nous sortez votre évaluation. ESG, votre feuille de route impact. Ils commencent à l'imposer, à le mettre aujourd'hui. Et pour ça, par contre, ils sont également prêts à financer un accompagnement avec des cabinets, avec des consultants ESG qui peuvent accompagner ces jeunes entrepreneurs à commencer dès la réflexion de leur Dès projet le à, début, ouais, à mettre en place des briques. c'est Ouais. ça. Ouais. Et ça embraye sur notre troisième question, la formation à la RSE. Déjà, question personnelle, est-ce que toi, tu t'es formé à la RSE ou comment tu as appris, comment tu es rentré dans ce domaine-là et quels sont les outils et méthodes pédagogiques les plus adaptés aujourd'hui au contexte africain pour former sur la RSE? Mm. Alors moi, j'ai tout un début de carrière qui est plutôt dans le social, l'innovation sociale et l'éducation. Voilà, je travaillais à la Croix-Rouge, j'ai été éduque. Et après, ça me manquait en fait de questionner le monde de l'entreprise et l'environnement. Il me manquait quelque chose dans le social, j'ai adoré, mais il me manquait quelque chose. Et du coup, j'ai refait un master, moi. J'ai fait un master en économie du développement durable, où dedans, on en plein, et qui était orienté vers l'étranger. Donc vers les pays en développement, enfin sur l'Afrique ou les autres. Donc ça m'a permis de me former. Et après, c'est avec le terrain. C'est-à-dire, c'est bien beau sur la théorie, on t'apprend tout ça, comme là je viens de vous dire, mais concrètement, quand j'ai été directrice adjointe de Greenkeeper Africa, qui valorise la jacente d'eau, on avait beau avoir cet ADN déjà d'entreprise engagée, tout mettre en place par rapport à ce qui est demandé quand je reprenais les référentiels occidentaux, je me suis dit, bah, c'est pas possible en fait, c'est pas les mêmes. Et c'est là où je me suis rendu compte que la théorie, elle venait pas du continent et elle venait de l'Europe. Et donc, elle n'était pas adaptée au contexte et aux réalités des entreprises africaines. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais comment on fait en fait pour quand même vouloir impacter?
quand même vouloir être une entreprise responsable, mais en travaillant avec notre propre réalité. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi et que je me suis engagée sur la formation et que je me suis montée en compétence par rapport à ça. Et après, du coup, pour la formation, en tout cas, donc nous, on accompagne en formation, mais je pense que c'est surtout quand je fais des formations, c'est l'apprentissage par l'action. Je donne des cas concrets. Je fais des études de cas, de grands groupes, de petits groupes, de mon propre expérience par rapport à la Jacinto, par exemple. Si je prends Greenkeeper Africa, sur la RSE, il faut prendre sur l'ensemble de la chaîne de valeur. OK, je regarde l'ensemble de ma chaîne de valeur. L'ensemble de ma chaîne de valeur, la Jacinthe, je l'avais avec des communautés du milieu informel. OK, je regarde dans le reporting, milieu informel, ça n'existe pas. Ah, comment je fais? Donc, à un moment, dans la formation, maintenant, quand on forme en Afrique, eh ben, on forme avec le contexte africain. Donc, moi, je pars de la réalité. OK, il y a ça, mais derrière, concrètement, sur l'Afrique, voilà comment ça se passe. En tout cas, comment vous pouvez mettre en place des choses. Après, j'essaye de faire des ateliers immersifs. Donc, on est plutôt bootcamp ou des fresques, enfin peu importe, on essaye de créer en fait de l'intelligence collaborative ensemble, comment on peut monter des choses. Je pense que le mentorat est très important aussi avec du partage d'expérience qui peut servir pour des gens qui sont dans les mêmes filières, par exemple, parce qu'il y a des enjeux filières. On n'en a pas parlé, mais ça, c'est très important. Ça ne sert à rien de parler enfin, les enjeux du numérique ne seront pas les enjeux miniers, ne seront pas les enjeux agro. Donc, en fait, on peut faire plutôt des bootcamps avec des spécialités et créer. Voilà. On a aussi tout ce qui est lié à communauté, enfin, la communauté d'experts. Dans le sein du think tank, on a une communauté d'experts. Moi, je suis formée à la stratégie management RSE. Mais par exemple, quand on me demande de faire un bilan carbone, c'est pas ma spécialité, je sais pas là. Donc, je vais travailler avec un expert. Donc, c'est aussi se former avec les autres. Donc, nous, on a mis en place des parcours changemaker et les experts partagent leur expérience. Donc, ça, c'est très intéressant. Et après, je propose moi aussi tout ce qui est coaching parce que je pense que des fois, c'est compliqué. Même si on a toute cette formation globale, bah, à un moment, notre réalité, elle est un peu différente. Et en fait, c'est de l'échange qui fait qu'on monte en compétence. Tout à fait. Juste pour que je précise là, je creuse, je veux juste apporter une précision. Quand tu dis par exemple le think tank RSE, est-ce que tout le monde peut y adhérer? Est-ce que si on est sur le continent alors que le think tank est en France, est-ce qu'on peut quand même postuler pour... Voilà. Est-ce que tu peux nous apporter quelques éléments de compréhension sur le think tank, s'il te plaît? Alors, le think tank, on est en Afrique, on n'est pas en France. Ah, C'est un collectif d'acteurs engagés. On est mhm. structuré de manière en pôle, en fait. On a plein de pôles. Et bien sûr, tout le monde peut y accéder. Et l'idée, c'est qu'on a un groupe d'experts, on a le pôle communication et c'est de promouvoir en fait tout ce qui se passe sur le continent pour mettre en avant. On fait des articles avec nos experts, on a ce partage justement par rapport au parcours. Pour l'instant, c'est gratuit. Je pense qu'on va se structurer en côté juridique parce qu'à ce jour, c'est un collectif d'acteurs engagés libres. Donc, on n'a pas de structuration juridique, donc on n'a pas de financement. C'est vraiment que du temps, du partage d'expérience pour faire monter en compétences et nous aider à développer la RSE sur le continent. Et l'idée, c'est peut-être de se structurer juridiquement pour aller chercher des fonds après et de développer encore plus ce programme avec nos experts. Et donc, les experts, on a 15 experts et on est sur 15 pays d'Afrique francophone. On est quand même en France aussi et en Belgique. Et après, c'est que des pays francophones, on va de l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest et océan Indien. Très bien. Je voulais voilà, que tu nous apportes quelques précisions parce que tu vois, en termes d'outils et méthodes, Mm, de formation, ben, des fois, comme tu as dit, il y a rien de mieux que le terrain. Donc c'est ça. déjà, prendre part à ce genre de think tank et parler à 16 experts permet déjà de commencer à comprendre quels outils et comment implémenter des méthodes, quoi. Donc C'est merci ça. pour cette précision. Et maintenant, une petite question concrète, hein. Ouais. Je pense que l'audience et moi, on comprend que c'est important de commencer à mettre en place des pratiques très tôt dans nos organisations, des pratiques RSE, je veux dire, et ESG. Mais est-ce que tu as des modèles économiques, des exemples concrets de modèles économiques qui permettent de concilier rentabilité et impact social environnemental en Afrique pour qu'on comprenne, voilà, pour qu'on arrive à mieux Mm. voir l'impact de tout ça avec un cas concret? Oui. Alors, c'est vrai qu'on a parlé, enfin, moi, quand je parle de RSE, je vous ai dit, je parle de performance de l'entreprise
aussi de son impact. Et en fait, si on va assez loin dans une démarche RSE et qu'on ne fait pas que de la philanthropie en disant, tiens, je vais distribuer des cartables sur les orphelinats, mais qu'on pense vraiment à l'entreprise, à sa performance, ça va nous obliger à réfléchir notre modèle économique. Et quand on passe dans la modèle économique, bah, par exemple, moi je pense qu'en Afrique, il y a un modèle qui peut être réfléchi, c'est ce qu'on appelle le modèle d'économie de la fonctionnalité. Je m'explique, en gros, c'est plutôt que de vendre un produit qui va être jeté après, ou en Afrique, il y a très peu de gestion de déchets, et ben, on va vendre plutôt le service. Euh, il y en a certains qui l'ont fait, je crois que au Ghana, il y a une entreprise qui l'a fait sur l'énergie solaire. Elle ne vend pas les panneaux, elle vend l'utilité des panneaux. Donc ça, c'est des modèles comme ça qui peuvent être réfléchis en disant, OK, moi j'ai une activité, à ce jour, je vends le produit, pourquoi je ne vendrais pas plutôt le service autour de ça? C'est ça. Un autre modèle que je prends par rapport à mon expérience personnelle au niveau de Greenkeeper Africa, qui est une entreprise qui valorise la jacinthe d'eau, on a transformé cette jacinthe en produit, donc on vend ce produit, mais on ne s'est pas contenté de vendre ça. On s'est dit que nous, en fait, euh, on a un impact positif en faisant ça sur le territoire. On a un impact positif par rapport aux femmes, mais on a un impact positif par rapport à la jacinthe et donc à l'environnement. Et du coup, on s'est dit, bah ça, si on le met en avant, ça va être positif pour l'entreprise et pour et créer des opportunités pour notre entreprise. Et ça, en fait, le fait de vouloir mesurer notre impact social et environnemental, ça nous a permis de lever des fonds, des financements. Donc ça, c'est un autre modèle qui fait que des fois, quand on valorise un peu notre impact, ça ouvre des ouvertures à des financements. Et ça, c'est intéressant. Si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas eu ce modèle hybride entre vente de produits, mais aussi fonds. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est ce qui m'emmène à l'entrepreneuriat social. En Afrique, il y a quand même beaucoup d'impact au niveau des communautés. Et ben voilà, ça peut, voilà, ça peut amener, ce modèle va pouvoir emmener peut-être des financements. Et après, si je donne d'autres exemples, par exemple, si en Afrique, on sait que la tech est en train de se lever, il peut être intéressant et on sait qu'on a beaucoup de secteurs agricoles, et ben c'est peut-être de relier les deux, la tech et l'agricole. Et du coup, ça fait quelque chose d'innovant. Et on sait qu'en tech, on peut aller lever des fonds, pas auprès de public, mais auprès d'investisseurs. Donc, ton activité qui était au départ que liée à l'agriculture, bah, peut devenir peut-être très innovant avec la tech aussi. Donc, en fait, c'est réfléchir à des nouveaux modèles qui peuvent vraiment créer de l'impact au niveau business. OK. Moi, en tout cas, c'est beaucoup plus concret, surtout l'exemple, le premier exemple, là, comme que tu l'appelais, un modèle d'économie de la fonctionnalité. Ça, c'est très clair. C'est vrai qu'on le voit souvent en Afrique, dans tout ce qui est énergie, dans le secteur énergétique, oui. Donc, Mm. ça permet de mieux comprendre, de mieux comprendre comment est-ce que, en intégrant ces pratiques, on peut, tout en cochant les cases de la RSE, on peut continuer à également avoir une performance, comme tu disais, une performance financière et économique. Donc, très, très, très bon exemple. OK, parfait. Tout à l'heure, tu as parlé brièvement des industries minières. C'est vrai que quand on parle ESG sur le continent, même en dehors du continent, c'est une des industries qui revient le plus. Ouais. Et comment justement construire un cadre légal pour encadrer l'impact des industries extractives sur les populations rurales, notamment les femmes et les enfants vivant dans les zones d'exploitation? Ouais, c'est un sujet énorme en Afrique, en fait, l'extraction. L'impact, en plus, souvent, c'est des entreprises, des fois étrangères ou même des grosses entreprises, donc c'est pas évident. Alors, malheureusement, je pense que même s'il y a une grande volonté de la part des dirigeants de mener, et déjà, ils ont cette obligation hein, souvent de mener, si à un moment le gouvernement ne met pas aussi des leviers par rapport à ça, ça devient difficile. Mais il n'empêche que, avant d'attendre ça, il peut y avoir des actions qui sont mises en place avec les communautés. Donc souvent, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui vont questionner alors, déjà sur essayer de faire du plaidoyer pour renforcer tout ce qui est obligation et transparence par rapport à ça. Je te donne un exemple en Europe et qui a un impact sur l'Afrique, c'est qu'il y a un devoir de vigilance pour ces entreprises. C'est-à-dire qu'elles sont obligées de tout expliquer, de montrer leur impact négatif sur l'environnement
et sur la population. Et elles n'ont pas le choix et elles doivent proposer des actions et des actions pour améliorer et des actions pour lever le risque. Donc ça, si c'était obligatoire pour toutes les entreprises, déjà, on arriverait à mieux analyser et mettre en place des vraies démarches. Donc ça, c'est la première chose, donc, cette transparence par rapport aux impacts positifs et négatifs sur les communautés. Après, bah, on sait aussi que malheureusement, il y aura un impact pour les communautés et bah, c'est peut-être essayer de créer des fonds. Tu vois, l'entreprise peut peut-être, avec le gouvernement, créer des fonds pour dédommager ou améliorer les investissements de ces communautés, c'est-à-dire de commencer à mettre en place des infrastructures locales liées à ces communautés, etc. Et après, ben, je pense que l'entreprise se doit aussi de proposer du travail par Mhm. rapport à dans cette activité, de former pour que ces communautés puissent aller. Donc, on a parlé là, alors là, c'est les femmes, mais des fois, il y a possibilité, mais les enfants, non. Mais par exemple, on a parlé aussi d'infrastructures, mais ça peut être aussi des fonds dédiés à la montée, enfin, à la scolarité des enfants. Donc voilà, il peut avoir quand même beaucoup de choses qui sont proposées, mais par contre, mais on revient à chaque fois à ça dans toutes les entreprises. Avant tout, il faut dialoguer avec ses parties prenantes, savoir ce que demande la population et qu'est-ce qu'elle reproche et quels sont les véritables impacts de l'activité sur la population, positif ou négatif. Mais ça, il faut aller le questionner. Donc, il faut enclencher le dialogue. Et ça, c'est souvent pas fait. Du coup, les entreprises, elles proposent des choses qu'elles pensent bonnes, mais en fait qui ne sont pas adaptées et on n'arrive pas. Donc avant tout, c'est vraiment bah, prendre l'info au niveau directement de la communauté. Il n'y a que elle en fait qui peut dire ce qu'elle a besoin. Et en général, dans ce genre d'entreprise, c'est je vais pas dire, le responsable RSE en griffe qui est en charge de nouer ce dialogue avec la population et de comprendre leurs besoins et de voir comment on peut mettre en place une feuille de route gagnant-gagnant, aussi C'est bien ça, pour l'entreprise. gagnant-gagnant surtout. Vraiment le gagnant-gagnant. Ouais, ok. Donc ça c'est également une des compétences qu'on attend d'un responsable RSE Oui, dans le ces discussions. dialogue avec les parties prenantes, Le dialogue avec les obligatoire. parties prenantes. D'accord. Pas uniquement la mise en place de la culture d'entreprise, la communication durable, c'est très bien, mais il faut également voir l'impact qu'on a en dehors de Et la l'entreprise. questionner, en fait, vraiment la questionner. Et j'irai un peu plus loin souvent. On ne peut pas dire, il y en a certaines qui proposent des choses auprès des communautés. Elles pensent que c'est bon. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, il y a une conduite de changement. La communauté, c'est pas parce que tu lui fais une école, par exemple, qu'elle va être contente si c'est pas accompagné. Et du coup, ça, on va le savoir si on a mis le dialogue, mais on va aussi le savoir si on fait une mesure d'impact. Et ce qui manque dans ces sociétés qui ont souvent les moyens aussi, c'est qu'ils vont mettre en place des actions. Souvent, je suis pas sûre, certains peut-être vont communiquer avec les communautés et encore, mais bon, l'idéal, c'est ça. Mais en fait, c'est d'aller plus loin. C'est OK, tu as mis ça en place, c'est très bien, mais fais une mesure d'impact. Va montrer en fait Ah, que est-ce que c'est positif et comment on fait une mesure d'impact, bah, c'est sur du long terme, on va questionner, on va interroger et là on va savoir si vraiment on a eu un impact. Et si jamais notre impact n'était pas celui qu'on a imaginé, eh ben, on va pouvoir mettre en place des actions et améliorer et proposer d'autres choses. Donc, c'est il ne ça. faut pas s'arrêter à juste mettre en place des choses. En fait, le souci, c'est que les gens, ils ne mesurent pas leur impact. Donc, soit ça peut être positif pour l'entreprise de le mesurer parce que l'impact est très bon, mais aussi, elles vont peut-être se rendre compte qu'en fait, ce qu'elles avaient imaginé, c'est pas bon. Et donc, il Oui. faudra retravailler. Donc, voilà, c'est dialogue, mise en place, mais après aussi mesure d'impact. Ouais, non, non, c'est hyper important. Limite, on peut même conclure dessus parce qu'il y a quelques autres questions qu'on a, mais que tu avais abordées dans les keynotes. Surtout, je vois les questions de l'audience là dans le live, ils en ont plein pour toi. Donc, D'accord? on va brièvement, on va écourter la partie Q&A ici, vu que les questions principales ont été répondues. Et là, juste une qui a retenu mon attention, qui est une sorte de bulle d'air avant qu'on prenne les questions du live. C'est une question pour toi. Ton rêve idéal, ton idéal rêvé. L'audience t'a demandé à l'avance quel est votre plus grand souhait pour l'avenir de la durabilité en Afrique. Ouais. Bah, moi, vraiment, c'est que l'Afrique devienne un acteur incontournable de la durabilité et qu'elle rencontre, en fait, qu'elle soit à la table des décisions qui vont sur le monde. Je ne comprends pas, mais réellement, je ne comprends pas
que l'Afrique ne soit pas au cœur de ces décisions, alors que c'est un des plus grands continents où il y aura plus la jeunesse, où il y aura plein de monde et où il y a toutes les ressources, et qu'elle ne soit pas à la table des dirigeants par rapport à ces enjeux-là. Pour moi, c'est totalement incompréhensible quand je vois tout ce qui se passe en Europe, mais qui le font en Europe. Mais je dis, mais même si vous, en Europe, vous faites ça nickel, si l'Afrique ne s'y met pas, au vu de la grandeur du continent, vous aurez beau tout faire en Europe, ça ne marchera pas. La Terre ça va pas marcher. Donc, emmenez l'Europe, l'Afrique avec vous. Donc, ça, c'est mon plus grand rêve, c'est qu'on devienne, voilà, un acteur incontournable de la durabilité, un leader, et qu'en fait, on soit à la table des décisions et qu'on ait un référentiel africain et qu'on explique en fait ce qui se passe en Afrique sur la ressource, sur la jeunesse, sur l'informel, tout ça. Et que du coup, on soit écouté. C'est mon rêve. On va y arriver, hein. Inch'Allah, comme on dit, j'espère que ton rêve sera entendu. Déjà, tu as l'audience là qui a Qui est pris tes d'accord. paroles et qui, à notre humble échelle, on va essayer de voir comment l'appliquer au fur et à mesure. Donc, ce que je vais proposer, Julie, parce que voilà, tu as quand même pas mal parlé, je vais te laisser le temps de récupérer un petit peu, de voilà, prendre un peu ton souffle, de voir dans les questions et réponses, parce que l'audience a été hyper généreuse ou hyper demanding, je ne sais pas comment le dire. Il y a beaucoup de questions dans le live pour toi. On ne pourra pas répondre à tout, malheureusement, parce que le temps de Julie n'est pas non plus illimité, mesdames et messieurs. Donc, je te laisse lire les questions dans le chat Q&A. Tu vas identifier voilà, deux, trois auxquelles tu souhaites qu'on réponde dans un instant. Je te laisse lire ça tranquillement. Et pendant ce moment, je vais juste présenter un petit peu la collaboration entre Julie Biron et Entourage et comment ceux qui souhaitent aller plus loin peuvent échanger avec Julie. Donc, je partage mon écran pendant quelques instants, comme ça, Julie pourra regarder vos questions dans le live au fur et à mesure. Est-ce que tu vois mon écran, Julie, juste pour me confirmer si, Oui, c'est bon. très bien. Alors, mesdames et messieurs, hein, merci pour votre intérêt parce que vous nous l'avez témoigné avec les différentes questions qu'on a eues. Malheureusement, voilà, Julie ne pourra pas répondre à tous, mais on va adresser quelques-uns ensemble. Et si, comme moi, on vous avez appris beaucoup et que vous souhaitez échanger avec Julie, ben, la réponse se passe sur Entourage, dans cette plateforme qu'on a mis en place avec les experts qui vous permet d'échanger avec des personnes qui maîtrisent la complexité de notre continent sur leur thématique de prédilection. Dans le cas de Julie, c'est une experte en RSE en durabilité en Afrique. Vous pouvez réserver des appels vidéo payants de 30 à 60 minutes afin de lui exposer votre problématique, votre cas à vous et qu'elle puisse vous donner des conseils personnalisés pour que vous puissiez soit développer votre carrière ou votre entreprise. Et en général, hein, ça se passe en trois étapes avec Entourage et Julie pour accélérer votre trajectoire. D'abord, il y a une préparation stratégique. Dès que vous réservez, tous les clients d'entourage, dès qu'ils réservent, ils envoient à l'avance leurs questions, leurs problématiques, en tout cas les grandes lignes de leurs questions problématiques à l'expert pour que l'expert puisse préparer la session. Ce n'est pas juste l'expert se connecte et il vous écoute. Non, il prépare les questions en amont pour que la session soit le plus efficace pour vous et pour lui. Donc, une fois que vous avez réservé, envoyé vos questions, lors de la session en live, l'expert va vous aider à dresser une feuille de route pratique pour apporter les éléments de réponse à votre problématique. Et après la session, vous avez l'équipe entourage et moi-même qui allons vous accompagner, vous suivre pour vous aider à passer à l'action et être sûr que votre projet professionnel ou entrepreneuriat voit le jour ou avance beaucoup plus vite. Voilà un petit peu la promesse que Entourage et les experts on vous fait aujourd'hui. Et les clients nous le disent, hein, vous parlez 1 heure avec un expert comme Julie sur Entourage et vous réglez le problème qui vous empêche de dormir depuis des semaines. C'est notre proposition de valeur et c'est notre promesse pour vous aujourd'hui. Avec Entourage, vous faites des pas de géant et vous atteignez vos objectifs en Afrique beaucoup plus vite. Et comment ça se passe avec avec Julie sur Entourage? C'est une session qu'elle met à disposition 1 heure par semaine. Le temps de tous nos experts est hyper précieux. Ils jouent le jeu. Ils nous accordent 1 heure par semaine. Dans le cas de Julie, c'est tous les vendredis à midi GMT que vous pourrez réserver et échanger avec elle. Donc, vous avez un accès direct pour lui poser les questions et gagner du temps sur votre problématique. Donc, si vous êtes prêt à faire avancer votre carrière ou votre business en Afrique, si vous êtes un professionnel ambitieux qui vise à progresser rapidement et sereinement, ou même si vous souhaitez propulser votre carrière, c'est tous les vendredis à midi GMT en tête-à-tête avec Julie Biron. Et tout ceci, ça a un coût. Comme je le disais, c'est une plateforme qui vous permet de réserver des sessions payantes. Ça a un coût, mais ça vous permet d'avoir des réponses très vite à votre problématique. Que vous soyez dans un cas où vous souhaitez échanger en tête-à-tête avec Julie ou même échanger en groupe, parce qu'on apprend encore beaucoup plus quand on est avec d'autres professionnels ambitieux qui ont les mêmes problématiques. Ça a un coût. Aujourd'hui, sur Entourage, ça coûte 250 euros de l'heure pour avoir les réponses à votre question avec Julie ou 150 euros la demi-heure. Mais
si vous n'êtes pas encore à ce stade où vous avez besoin d'avoir un entretien tête-à-tête, privilégiez le format groupé. Ben, c'est très abordable, très accessible pour tout le monde. C'est à partir de 75 euros par participant et vous êtes quatre dans la session avec Julie pour avoir les premières réponses à votre problématique. Mais ce n'est pas que ça. Une session entourage n'est pas juste, c'est pas juste payer 250 euros de l'heure. Vous avez droit à beaucoup d'avantages. Vous avez droit à 15 minutes supplémentaires sur toute session de 1 heure réservée. Vous avez droit à une préparation stratégique en amont avec l'équipe d'entourage pour être sûr que vous arrivez à aborder la session avec l'expert de la meilleure manière pour avoir les réponses à votre question. Et surtout, à la fin de la session, vous avez droit à 2 mois de suivi personnalisé avec l'équipe entourage pour être sûr que vous ne baissez pas les bras et que votre projet va réellement décoller. Et en plus, durant cette session, durant cette masterclass, Julie vous met à disposition un code promo de 25%, Julie25 ça s'appelle, qui vous donne droit à 25% de réduction sur votre première session avec l'expert sur la plateforme. Ce qui fait que dorénavant, votre échange avec Julie vous reviendra à 190 euros de l'heure ou 56 euros pour un format groupé. Voilà ce qu'on vous propose sur la plateforme pour échanger avec Julie. Et on n'invente rien. Il y a des clients qui ont déjà testé son expertise et qui en disent le plus grand bien. Je crois, Julie, qu'on a une petite surprise pour toi, si je ne me trompe pas. Je crois que ta cliente, Hermine, est connectée ou va se connecter. Olivia ou Donat, est-ce que Hermine est là? Pas encore. J'attends qu'elle se connecte. Très bien. En attendant, elle nous a fait part de son témoignage parce qu'elle a échangé avec toi, Julie. Elle voulait te faire une surprise. Donc, elle se connecte Ah, c'est maintenant. gentil. Elle nous a fait un petit témoignage qu'on voulait te partager. Elle disait qu'elle a, en réservant une session avec toi, elle recherchait des conseils pour le développement d'un business en Afrique qui va tenir compte très tôt des aspects liés à la RSE et que tu as été hyper efficace en un laps de temps très court Oh. euh, et que la session a été très courte, mais l'essentiel a été dit. Elle t'envoie un grand merci à toi et à l'équipe entourage pour l'organisation de cette session. N'hésite pas, si tu peux nous développer brièvement un petit peu ça. Hermine est là. Excusez-moi, Ah, Hermine Hermine est est là. Voilà, on nous dit qu'Hermine est là. Hermine, bonjour. On voulait que tu fasses une petite surprise à Julie pour lui témoigner de ton expérience sur Entourage. Bonjour Hermine. Bonjour à tous, vous m'entendez? On Oui, t'entend très Hermine, bien. comment Bonjour vas-tu? Hermine. Je vais bien, merci et vous. Très bien, Est-ce merci que beaucoup vous pour me ton voyez temps, hein. parce que je suis On connectée sur t'entend mon et on te téléphone? voit. Ok, Je vais très bien. faire mon Coucou partage Julie. d'écran, comme ça on va Bonjour te voir Hermine. en plein écran avec nous. Merci Hermine pour ton temps. Voilà, tu tenais à témoigner avec Julie, donc on te laisse la parole. Merci beaucoup, merci à toi et merci Raodat, voilà. Je n'ai pas regardé ton prénom. Bonjour, rebonjour Julie. Je Bonjour. tenais à témoigner. En tout cas de ce que j'ai tiré de notre échange la dernière fois. J'ai beaucoup apprécié en si peu de temps. Tu as été très efficace. Au début, j'avais des idées comme ça. En fait, je partais dans tous les sens, en fait. Mais grâce à ton conseil, j'ai su, en fait, mieux cerner mon projet et j'ai commencé à travailler sur le cadrage du projet aussi. Donc, je tenais à beaucoup te remercier et comme je te l'ai dit à l'issue de la séance, je reprendrai un autre créneau avec toi. Ça a été très, très court. En tout cas, en 20 minutes, je ne savais pas du tout de quoi on allait parler, mais tu es allé vraiment droit au but et grâce à tes conseils, je suis en train de très bien travailler sur mon projet. Et ben, la prochaine séance, ça va être qu'on discute en tout cas sur tout ce qui a été dit et tout ce que j'ai pu mettre en place. Et donc voilà, je- j'ai accepté de te faire ce plaisir parce que j'ai beaucoup appris en tout cas de ce que tu m'as donné comme élément. Voilà. Ah, merci, merci beaucoup. Ça me touche parce que je pense que c'est la nouvelle génération en fait qui peut faire ça. C'est des gens qui sont implantés et réellement l'impact en fait des gens qui sont engagés, bah, c'est pas que pour leur business, ça va être l'impact pour les futures générations et pour le continent. Et si on ne monte pas en compétence la jeune génération, si on ne partage pas en fait toute cette expérience, bah, ça va être compliqué. Donc moi, je suis ravie. En plus, c'est bah, le côté féminin, on revient, jeunesse, femme, africaine. Donc Ah bah oui, carrément. je suis convaincue en fait que c'est grâce à ça en fait qu'on va pouvoir. C'est vrai que moi, d'un autre côté, je donne aussi des cours sur des... Et je sais qu'en Afrique, malheureusement, il y a peu d'accessibilité à la formation sur ces Exactement. nouveaux métiers. Mm. Donc moi, je sais que je me déplace en RDC aussi. Bon, actuellement, avec ce qui se passe, c'est compliqué, mais on travaille aussi avec la Fondation de la Première Dame en RDC
pour D'accord. parler aussi de la RSE parce que comment on trouve en fait les gens qui sont formés à la RSE, c'est pas évident. Donc des Ouais. partages comme ça et voilà, Hermine, ce que je lui apprends, elle pourra déjà l'appliquer pour sa propre entreprise et puis après grossir Ouais. et le partager avec d'autres. Donc c'est super. En tout cas, j'ai été Oui, en tout cas, ça m'a redonné confiance parce que je me posais aussi la question, est-ce que je vais pouvoir y arriver avec ma vie de famille et tout? Est-ce que c'est possible? En tout cas, je te remercie beaucoup pour ces petits éléments qui sont quand même très, très importants Ouais, pour bah, je serais ravie de ce continuer projet. à t'accompagner là-dessus et puis on peut dire merci à Entourage du coup aussi. Ben, merci à Entourage aussi parce que voilà, c'est grâce à eux que je t'ai C'est ça. connue. Et bah, c'était un cadeau d'anniversaire et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec? J'en ai pas besoin. Mais franchement, c'est un très bon cadeau d'anniversaire. Ah, c'est super. Bon anniversaire alors. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Hermine. Je pense que Merci tu avais beaucoup. des petits cœurs là qui t'étaient envoyés durant ton témoignage. Donc, Ah, ça veut dire merci beaucoup. ton témoignage a inspiré. On espère que ça a inspiré l'audience et qu'eux aussi vont comprendre l'intérêt hein, de profiter hein, de l'expertise de quelqu'un Ah comme oui. Julie. Comme tu as dit, reprendre confiance, tu vois. J'ai beaucoup j'ai Mm, retenu le mot pour reprendre confiance et aller mm. plus vite et passer à l'action Et- dans leur projet. Merci beaucoup, Hermine. Exactement, et aller plus loin aussi. Voilà. Exactement. Merci, Merci Hermine. beaucoup. En tout cas, merci pour Merci l'invitation pour le aussi. témoignage. Ça a été un À plaisir. très, à très bientôt, Allez, Hermine. à Et donc, bientôt. Au revoir. mesdames et Bye. messieurs, ainsi comme Hermine, vous voulez passer à l'action, voilà, le lien est dans le chat. Vous avez le lien du profil de Julie dans le chat si vous souhaitez la réserver. C'est tous les vendredis à midi GMT. Il y a un petit sondage, je pense, qui va apparaître en live là pour ceux qui ont besoin d'assistance. N'hésitez pas à remplir le sondage et dès lundi, les équipes et moi-même, on contactera ceux qui auront sollicité notre assistance pour qu'on vous aide à réserver votre session ou pour en savoir plus sur les offres de Julie sur Entourage. Donc, remplissez ce sondage tranquillement et on vous contacte dès lundi pour vous assister. Le code promo, c'est Julie25 hein, pour avoir votre 25% de réduction sur votre première session avec Julie et après, le reste est dans votre main. Alors, Julie, est-ce que tu as pu voir des questions intéressantes dans le chat que tu souhaites aborder pendant que les participants remplissent ce sondage? Elles sont toutes intéressantes, c'est terrible. C'est Ah dur oui. de faire les choix. Franchement, Malheureusement, tu ne pourras pas répondre à eux tous. ben ouais, c'est trop dur de faire les choix. Bon, sur la formation, on en a parlé, il y a un peu sur la question de la formation. Malheureusement, c'est vrai que sur ces domaines-là, il y a peu de formation. Ça va être beaucoup du privé, en effet, des acteurs comme nous qui proposons des formations. Il y a quelques masters qui arrivent, hein, qui sont en train de se mettre en place avec des partenariats avec l'Europe. Donc, ça commence à arriver. Est-ce que les entreprises et surtout les dirigeants sont prêts à investir et à dépenser de l'argent pour mettre ces stratégies en place? Je l'ai un peu dit, en fait, il y en a certains qui n'ont pas le choix. Dès que tu travailles avec l'Europe et que tu veux faire un business avec l'Europe, si toi-même tu n'as pas mis en place une démarche RSE, ça va être compliqué. Et pareil, si tu vas aller accéder à des financements, maintenant, c'est compliqué en fait si tu mets pas en place une politique et une démarche RSE. Donc, oui, les entreprises sont prêtes. Par contre, je pense qu'il n'y a pas assez de formation. Vraiment, on revient, pour moi, c'est vraiment le souci de la formation et de la montée en compétence des équipes, que ce soit les équipes locales ou les équipes de dirigeants. Donc voilà, après, on parle de gouvernance, on se focalise tout de suite sur la gouvernance. Ah, ça part. Sur la gouvernance des politiques publiques. Et c'est vrai que bah, malheureusement, je suis assez d'accord. Je trouve que les politiques n'ont pas trop pris à cœur ces enjeux-là. Alors, il y a de plus en plus de politiques. Je sais qu'au Bénin, il y a une politique nationale de la RSE, de la RSE qui se met en place. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, Ghana, enfin voilà, ça se met de plus en plus. Certains, ça va être par secteur par rapport aux enjeux et d'autres au niveau national. Par contre, il n'y aura pas de politique de fiscalité qui sont mis en place. Donc, en fait, c'est des politiques volontaires. Donc, c'est déjà bien, c'est très bien, soit par secteur, soit par pays. Malheureusement, on n'a pas encore l'incitation pour donner envie. Et personnellement, je trouve qu'on revient à la communication. Je trouve qu'en fait, on n'a
pas la lisibilité de l'écoute. On entend trop peu parler de tout ça. Enfin, je parlais tout à l'heure de l'agenda 2063. Il y en a peu qui sont au courant. Donc, comment, en fait, on arrive à porter la parole de l'Afrique sur ces enjeux-là, de montrer que les gouvernements sont en train de travailler autour de ça. Donc, voilà. Est-ce que j'ai encore un petit peu le temps? Intégration pour les entreprises qui est pertinente quand les entreprises polluent. Alors oui, est-ce qu'aujourd'hui, parler d'intégration de la RSE pour les entreprises africaines est pertinente quand des entreprises qui polluent le plus sont occidentales ou asiatiques? Bah oui, c'est pertinent, c'est ce que j'ai dit. Malheureusement, je suis complètement d'accord avec ça. Mais malheureusement, soit on va reproduire, si on n'en parle pas, on va reproduire le même modèle asiatique ou occidental. Donc, ça veut dire qu'on va accentuer le changement climatique et la dégradation de la Terre. Donc, il faut en parler. Et puis, à un moment, malheureusement, même si c'est les entreprises européennes et asiatiques qui polluent le plus, ce qui est vrai, hein, si on reprend les gaz à effet de serre, l'Afrique, c'est 3%, donc c'est rien. Mais à un moment, malheureusement, de toute manière, c'est fait. Et que l'impact, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'Afrique qui va prendre le plus. Donc à un moment, en fait, c'est pas, en fait, on le fait, faut le faire pour soi et pour son pays. C'est pas en disant, bah eux, ils ont pollué, nous, on est obligés. Et l'autre chose que je tiens à dire, donc déjà, c'est important parce que de toute manière, on n'a pas le choix et que si le changement climatique et les limites planétaires continuent comme ça, c'est les populations les plus vulnérables qui vont prendre. Et donc, on sait très bien que les infrastructures africaines sont moins solides, qu'au niveau de la santé, on l'a vu avec la crise du Covid. Donc, à un moment, c'est les populations africaines qui vont le plus en pâtir. L'augmentation de la chaleur, on sait très bien qu'en Afrique, il fait beaucoup plus chaud et que si on augmente de 4 degrés, c'est des distances, enfin des populations qui vont partir. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, il faut vraiment voir ça comme une opportunité et pas comme une contrainte. C'est-à-dire que si les entreprises commencent à travailler ça, ça veut dire qu'elles vont être pérennes pour plus tard et qu'elles vont aussi innover et qu'elles vont proposer des choses fortes qui vont permettre de développer leur territoire. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de qui a pollué le plus avant ou maintenant. En fait, c'est une question d'avenir. C'est une question de vision. Est-ce qu'on veut que l'Afrique reste avec des risques liés au changement climatique et qu'on ne se fortifie pas par rapport à ça? Et est-ce qu'on veut commencer à innover? Si on veut ça, si on veut innover et avoir une vision, eh ben, il faut qu'on s'y mette. Donc, bon, voilà, c'est par rapport à ça. Mais oui, vous avez raison, c'est les autres, on est sur... après, comment aligner éventuellement un plan d'action en entreprise avec les attentes extérieures et maintenant? Bah ça, je l'ai un peu expliqué par rapport à le dialogue, en fait. Il faut ouvrir le dialogue. Alors, il y a une réalité africaine que moi, je remarque quand même. Alors, quand je parle d'Afrique, excusez-moi, je parle plutôt Afrique francophone. Donc, voilà, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. En Europe, on a cette habitude de collaborer. On a cette habitude de porter des business à plusieurs. En Afrique, c'est beaucoup plus compliqué et je vois que moi, j'ai des difficultés dans tout ce qui est dialogue avec les parties prenantes. Les gens, ils ont peur de communiquer sur leur business. Il y a un peu ce côté un peu, mais si j'en parle, si on crée ensemble, je vais me faire avoir ou on va prendre ma place. Et donc, du coup, c'est plus compliqué. Et c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas, il y a pas il y a cette habitude de collaboration pour créer des business à plusieurs. En Afrique, c'est plus compliqué et du coup, ce dialogue avec les parties prenantes est compliqué et même avec l'État, en effet, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas ces concertations qu'on trouve en Europe très facilement où on fait du partage d'expérience, où on travaille l'intelligence collaborative pour créer des choses ensemble. Je prends un exemple quand même, dans beaucoup de pays, on pourrait se réunir parce que la problématique de la gestion de déchets pour les entreprises, c'est la même. On galère tous en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on se réunissait avec le gouvernement, avec les plus grosses entreprises et avec le secteur du milieu informel, on pourrait trouver peut-être une solution qui serait positive pour tout le monde. Et on mettrait moins de coûts en fait, parce que chacun mettrait un peu d'argent et à la fin, on arriverait à avoir quelque chose. Et ça, malheureusement, en Afrique, il y a un peu ce côté où moi, quand je demande avec les entreprises que j'accompagne, bah, tiens, est-ce qu'on peut créer un événement tous ensemble, se réunir autour d'une table et parler de cette problématique qui correspond à plein?
ensemble, les gens disent, oh non, je ne sais pas trop, il va falloir qu'on dise. Donc, on a encore ce souci de collaboration qui ne marche pas, alors qu'on pourrait vraiment créer des vrais business ensemble. Mais voilà, il y a ce problème de dialogue que, en tout cas, moi, je vois et qui peut être compliqué, en effet, avec les entreprises qui souhaitent lancer le dialogue avec la collectivité, avec les entrepreneurs, avec le gouvernement. Je donne un autre exemple. Par exemple, au Bénin, il y a le PNL, qui est, enfin, une politique nationale RSE qui est mis en place. Toutes les entreprises n'ont pas été informées, donc il y en a qui ne savent pas. Et par exemple, ils ont mis en place le crédit carbone. C'est énorme. Bah, franchement, qui est au courant? Qui est au Moi, je ne courant? savais même pas, tu C'est vois. ça, qui est au courant? Donc, comment ça se fait qu'il n'y a pas cette communication commune quoi, autour de ça? Bon. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore? On a encore un peu de temps? On a un peu de temps pour en prendre deux dernières. C'est là Allez, deux qui deux sont vraiment dernières. impactantes. Oui. Je vais prendre allez, les dernières. Comment faire réaliser à un directeur financier l'importance d'investir davantage dans Ça le revient budget souvent, ça. RSE? Oui. Ouais, bah, le financier, ouais, grosse question du financier. C'est un des acteurs principaux, en tout cas pour moi, à impliquer dans la RSE pour qu'ils comprennent les enjeux, alors même autres que financiers, qu'ils comprennent qu'à un moment, il faut faire un audit extra-financier et montrer qu'il y a un intérêt pour la performance de l'entreprise. Alors, comment l'impliquer? Bah, du coup, c'est déjà le former, qui comprennent en fait, qui comprennent les enjeux, qui comprennent que, par exemple, une banque va lui demander ça. Et peut-être qu'ils comprennent aussi que ça a un intérêt pour lui dans l'avenir, parce que c'est les nouveaux métiers. En France, par exemple, au départ, la RSE, c'était porté par des femmes. Beaucoup, il y a le côté social. Après, quand c'est passé avec la cadre législatif où la direction, c'est passé en direction, on va avoir les directeurs, les hommes. Donc, ils vont commencer à apprendre les trucs. Et maintenant, comme c'est audité, en France, maintenant, c'est l'obligation en Europe, l'extra-financier est audité, et ben, c'est les comptables. Donc maintenant, c'est les comptables qui vont gérer en fait les rapports extra-financiers. Donc peut-être que pour motiver, c'est un peu toujours dans la conduite de changement, il faut montrer la vision de l'entreprise pour lui faire comprendre qu'il y a un intérêt, mais trouver la motivation. Et la motivation, c'est peut-être se dire, bah, tu sais qu'en fait, tu seras un des seuls à connaître ça et que plus tard, tu pourras le partager et bah, pour l'entreprise, ça sera un plus et tu pourras évoluer. Et après, l'accompagner peut-être grâce à de la formation ou des plans d'action de comment il fait ça. Et après, Il faut lui, montrer peut-être aussi l'intérêt qu'il aille voir les banques, en fait, parce que les banques, ils vont lui dire. Donc voilà, peut-être ça, ça. faut lui parler son langage. Il faut lui montrer l'intérêt qu'il a y gagner d'abord, dans un premier temps. C'est Pour ça. lui montrer que par rapport à son département, c'est également gagnant pour lui. Ouais. C'est ça. Peut-être la question de gloire, là. Tu as Deux, la gloire. Justement, ne vaut-il pas mieux avoir une sorte de label Afrique commun pour lui donner des chances au niveau international? Tu as légèrement brodé cette question tout à l'heure. ouais, bah alors le souci du label, bon moi je suis pas pro label forcément parce que malheureusement c'est souvent payant, toutes les entreprises ne peuvent pas, il y a des entreprises qui n'ont pas le label qui font très bien les choses. Mais bon ça c'est une autre question. On a des labels au niveau local, mais comme je vous ai dit, alors le souci de l'Afrique c'est qu'elle est une et plusieurs. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire ne ressemble pas à Madagascar, ne ressemble pas au Bénin, ne ressemble pas au Maroc. Donc en fait, on a plusieurs réalités africaines qui sont déjà différentes. Donc ça, c'est le premier défi pour le continent. Et après, oui, ok, un label, mais dans ces cas-là, il faut qu'il ait de la valeur extérieurement auprès des autres pays. Donc moi, je suis d'accord, mais tant qu'il n'est pas reconnu au niveau international, bah, je trouve ça compliqué parce que, bah, comme les expériences que j'ai, c'est qu'ils ont des labels, les entreprises qui ont des labels locaux, c'est très bien pour le local, donc c'est très bien, c'est une reconnaissance du travail qui a été fait. Mais si derrière, en fait, ce label par rapport à la population locale n'a pas trop d'intérêt parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'on a encore ces difficultés, l'intérêt du label, c'est aussi de pouvoir accéder à des financements. Et à ce jour, c'est ce que je disais, malheureusement, les financements se font avec Ecovadis. Les banques vont regarder Ecovadis, vont regarder. Alors après, il y a des labels internationaux bah,
qui sont quand même internationaux, donc avec des référentiels qui sont reconnus et qui sont portés par les grands groupes et les banques. Donc ça, c'est vrai. Donc ça peut être utilisé, mais le souci de ces référentiels, moi, je trouve qu'ils sont pas tout le temps adaptés à la réalité du terrain. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, des grosses entreprises surtout, qui vont récupérer des labels comme EcoVadis, comme Green ou comme l'ISO 26000, je suis d'accord. Et là, il n'y a pas de problème pour eux. C'est très bien. Mais honnêtement, est-ce qu'ils seront adaptés, ces référentiels, au contexte? Est-ce qu'on parle de secteur informel, par exemple, sur la chaîne de valeur? Est-ce que quand l'un des pays, par exemple, n'a pas de recyclage, est-ce que c'est possible de le justifier? Moi, je trouve que c'est compliqué en fait et que du coup, l'entreprise, elle dégrade sa note alors que c'est pas par rapport à ses envies, c'est par rapport à son contexte. Donc moi, c'est ce qui me dérange un petit peu. Donc un mélange des bon. Après, c'est des grosses questions hein, sur les labels. Oui, Ouais, oui, ouais, mais ouais. déjà, voilà, au moins tu t'es C'est positionné. jamais simple. Hein. C'est ça. Non, non, au moins, tu vois, par exemple, moi, j'aurais pensé en me disant, oui, c'est vrai que comme tu disais, pour que l'Afrique prenne sa place autour de la table, à un moment donné, il faut l'Afrique est plurielle. Il faut qu'on arrive à mettre quelque chose d'assez homogène, même si ce n'est pas à 100%, qu'on mette quelque chose d'assez homogène en place pour aller vraiment prendre notre place à la table. Mais c'est vrai que tu vois, toi, avec ton expertise, tu veux nous démontrer la limite de ce modèle-là. Ouais, c'est ça. Il y a pas Mais au moins, si on se réunissait tous, enfin, tu vois, moi, j'ai mon expérience par rapport à ça, mais c'est la mienne dans d'autres pays, si ça se trouve, peut-être par secteur, tu vois, peut-être des labels par secteur. Tu vois, le secteur Voilà. minier, je pense que peu importe dans quel pays, les enjeux du secteur minier, c'est une réalité. L'agriculture africaine, c'est peut-être, donc peut-être plus que par pays, le travailler par secteur. Et je sais qu'il y a déjà des secteurs qui ont commencé sur le secteur minier à mettre en place des labels. En France aussi, en fait, ça s'est mis beaucoup sur les secteurs. Donc, c'est peut-être plutôt par des filières, par des Ouais, secteurs pas qu'on de pourrait filière. travailler. Et là, pour moi, ça aurait plus de sens Je pense, au et fait, ça ouais. parlerait vraiment à l'ensemble de l'Afrique et au moins, ça parlerait aussi aux investisseurs parce que de toute manière, les entreprises, on sait très bien, la chaîne de valeur, elle est en Afrique. Hein. Hmm. Donc, du coup, peut-être par secteur, ça peut être plus intéressant. Ça, c'est un bon point. C'est vrai que c'est beaucoup plus logique parce que quand tu prends une filière, oui, à peu ou peu de choses près, c'est quand même les mêmes réalités C'est d'un ça. pays à l'autre avec certaines variables, mais ça reste quand même il y a un socle commun sur lequel élaborer une vraie feuille de route C'est et un ça. Et vrai puis, ouais. dialogue. Un vrai Et puis la dialogue. chaîne de valeur, du coup, ça va parler aux entreprises même européennes parce que de toute façon, leur chaîne de valeur, ils vont extraire, si on prend le mine, ils vont extraire dans les régions africaines. Donc là, ils sont obligés de collaborer. Donc, ouais, peut-être plutôt par secteur, il y aurait plus de répondants, je pense. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est bon pour les questions, à part s'il y en avait une autre qui t'a retenu. Elles sont toutes bien, hein? Bien, malheureusement, on n'a plus trop le temps. Ouais, c'est plus le temps, ouais. C'est plus le temps là. Alors, je te laisse le choix de la dernière question. Tu choisis la dernière question à laquelle tu veux répondre dans le chat. Ok, bah allez, on va essayer la dernière. Comment? Ah bah non, je l'avais déjà fait. Est-ce que j'ai pris la première? Quelles sont les particularités de l'Afrique pour avoir une démarche qui différencie? Exemple, Alors ça, j'en avais déjà un Ça, tu peu. en as parlé. Hein? Ça, tu en avais déjà un peu parlé, oui. Ouais, c'est ça. Les fonds dégagés. Y a-t-il des fonds dégagés par les grandes entreprises et les institutions au profit des micros et des petites pour permettre à ces dernières de mettre en exécutant la RSE? Cela peut aider aussi les petites entreprises à confort. Je suis complètement d'accord avec, je trouve qu'il n'y en a pas assez. S'il y en a, en tout cas, il y a pas la visibilité. Nous, quand on avait lancé l'incubateur, c'était pour accompagner le milieu informel. Moi, ce qui me dérange dans les incubateurs actuellement en Afrique, c'est qu'on est encore sur le modèle, mais en Afrique ou en Europe hein, d'ailleurs, on est encore sur le modèle ancien en fait. Alors qu'il y a un business model Canva qui fait des entreprises responsables, c'est-à-dire tu as ton business model Canva classique, partenaire, création de valeur, client, etc. Et derrière, tu as l'impact. Déjà, tu dis quel impact positif sur l'environnement, quel impact négatif sur l'environnement, quel impact
positif sur la société, quel impact négatif sur la société. Et du coup, dès que tu réfléchis à ton business, en fait, tu l'intègres. Donc, ça serait bien qu'il y ait voilà, des fonds qui accompagnent les entrepreneurs sur ce modèle-là. Et c'est pas quand on est plus grand qu'on commence à réfléchir parce que du coup, on revient en arrière. Donc, pour moi, en fait, il y a un gros travail de plaidoyer à faire sur l'accompagnement des entrepreneurs au départ. Par rapport à ça et créer des fonds, ça serait top. Alors, il y a plein de fonds pour les entrepreneurs, mais malheureusement, c'est sur des modèles Business Canva classiques qui n'intègrent pas la RSE, en tout cas les impacts environnementaux et sociaux directement à la réflexion du projet. Donc, ouais, ça serait top d'en mettre, de lever ça, en tout cas auprès des financeurs, des bailleurs, que les incubateurs réfléchissent à ce nouveau modèle et qu'on ne recommence pas à refaire des modèles où on est là pour produire, produire sans réfléchir à l'impact. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup, Julie. On Merci en est à vous, arrivé, c'était top. J'aurais on est bien arrivé aimé discuter et quasiment. répondre à toutes les questions, mais Bien sûr. j'espère que ça a été. Moi, j'ai peut-être une question pour toi. Voilà, la communauté d'entourage qui voudra venir échanger avec toi, à quoi peut-elle s'attendre? C'est quoi les thématiques sur lesquelles tu es à l'aise? Comment tu veux les accompagner? Si tu peux juste nous expliquer un petit peu à quoi s'attendre quand on vient échanger avec Julie Biron sur Entourage. Voilà. Bah, ça va dépendre du profil. Si par exemple, comme on avait avec Hermine, c'est quelqu'un qui veut monter un cabinet de conseil RSE, bah là, voilà, on va être plus sur de l'entrepreneuriat, des tips pour avoir de comment mieux communiquer, comment créer son modèle et quelles compétences à avoir et quelle cible à avoir. Donc là, c'est ce qu'on avait travaillé très rapidement. Si c'est quelqu'un qui est responsable RSE, bah, c'est l'aider à mener son plan d'action, à embarquer, à regarder ses difficultés avec elle et puis les lever. Si c'est un dirigeant qui veut travailler son modèle, bah voilà, c'est comment on intègre dans la stratégie son modèle. Si c'est une grande multinationale, bah voilà, c'est la cartographie, la matrice de matérialité, ou c'est faire un rapport, l'expliquer qu'est-ce qu'il faut entendre. Si c'est trouver des fonds pour un projet à impact, c'est comment structurer son projet, c'est peut-être rechercher les financeurs qui peuvent aborder, c'est comment mener un projet avec les bons éléments clés. Enfin voilà, il y a il y a plein de domaines qui sont possibles sur les enjeux bah voilà, de la RSE avec, bah vous avez vu, la RSE, c'est très large en fait. Hein, on parle de business, on parle d'environnement, on parle de social, on parle de gouvernance. Donc, je pense que sur ces principes, il y a possibilité de bien accompagner et d'orienter, quoi. Tout à fait. Je pense que du coup, les questions que on pouvait se poser en se disant, OK, est-ce que mon cas peut être adressé par Julie? Tu viens de nous donner les différentes configurations d'échange qu'on pouvait avoir avec toi. C'est très clair. Merci beaucoup. Je partage juste mon écran une dernière minute pour rappeler le lien. Est-ce que tu me dis, Julie, est-ce que tu vois mon écran? Hein? Hop là, désolée. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Super. Donc, je Ouais, rappelle, c'est bon. comme Julie a dit, voilà, si vous souhaitez échanger avec elle, vous avez un petit peu mieux compris son expertise et comment elle peut vous accompagner au cas par cas. Le lien vers son profil est disponible dans le chat pour ceux qui sont intéressés d'aller voir exactement ses thématiques d'expertise, son parcours, sa bio et pourquoi elle est sur Entourage. Le lien est dans le chat. Et n'hésitez pas à passer à l'action. Le code promo Julie25 est encore disponible. Et comme vous l'avez vu, vous pouvez commencer à échanger avec Julie, soit en groupe à moins de 35 000 francs CFA, concrètement, ou en one-to-one pour ceux qui sont prêts à partir de voilà, 120 000 francs CFA. Donc, si, comme Hermine, vous voulez passer à l'action, vous savez quoi faire. Et le dernier mot, c'est la prochaine personne qui prend la place de Julie samedi prochain, parce que sur Entourage, c'est tous les... Ah, on t'entend plus. Ah mince, on a perdu Raodat. Alors, elle disait donc que la prochaine masterclass est tous les samedis à 10h GMT et c'est Néné Maïga, qui est CEO d'Orange à Botswana, au Botswana, qui prendra le relais samedi prochain. Merci en tout cas à tous. On va essayer d'attendre quelques instants que Raoudat revienne, mais sinon, très, très, très bonne masterclass. Et j'espère que vous avez tous eu des réponses à vos questions avec Julie. Franchement, la masterclass était Tout à Julie qui fait. nous a régalé, comme on dit. Et j'espère que tu auras vraiment
tous ces bookings sur Entourage avec tous les cœurs qui te reviennent. Ouais, Et alors là, je prends, hein, je les prends, ça fait du bien. oui, oui, En tout cas, merci merci beaucoup. beaucoup, On a tous c'était un appris. plaisir. Merci. C'était une super bonne expérience. Les questions, elles étaient très, très pertinentes. Dommage que, enfin voilà, j'ai hâte d'échanger avec les gens pour avoir leur retour d'expérience aussi. C'était top. Merci beaucoup. Merci à Merci, Julie. tous, hein. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à tout le monde? N'hésite pas. Ben, merci à tous et faisons de l'Afrique le leader de la durabilité. Merci beaucoup. Et puis, bah, bon samedi à tous. Bon week-end Merci. Bon et week-end à tous. à la semaine prochaine. Au Bye revoir. bye.